Une question, nous allons justement en parler ce matin avec M. Abdoul Karim Bandé. Mais avant, moi, je propose qu'il nous fasse quand même un petit point de son passage la semaine dernière. Ok, merci encore et merci à tous nos auditeurs. Déjà, pour nous suivre, il faut se lever tôt, comme nous levons tôt. Oui. Et c'est vrai que les deux thématiques dernières avaient porté sur la jeunesse. Je crois que nous sommes dans une logique, sur la jeunesse comme cette période de la vie qu'il faille investir au plus tôt. Deuxièmement, on avait vu un peu l'action, comment agir. Et je crois qu'il y avait les 10 étapes. On voulait donner un peu le process pour pouvoir agir. Quelles étaient les 10 étapes qui nous permettraient d'agir de manière efficace. Donc je veux simplement les citer rapidement avant qu'on poursuive sur notre thème du jour qui est comment gérer son temps pour plus de productivité. Alors, pour agir, déjà, on avait dit la première étape, c'est de préciser clairement son attente. Qu'est-ce que tu veux? Il faut le décrire clairement. D'une certaine manière, il faut déterminer un résultat attendu, d'accord? On avait pris l'exemple d'un enfant qui voulait, un jeune homme qui veut payer sa scolarité à la rentrée, qui n'a pas forcément les moyens. Il peut décider, moi, je prends la décision de m'inscrire cette année, peu importe la situation. Ensuite, il faut prendre la pleine responsabilité. On a tendance à rendre les autres responsables. Lorsqu'on veut atteindre un résultat, nous devons être responsables de ce résultat. C'est mon objectif, c'est moi qui dois l'atteindre, c'est pas mes parents, c'est pas mes amis, c'est pas mes oncles, c'est moi. Dès qu'on prend la pleine responsabilité, on réalise à peu près à 40 à 50% son objectif. Ensuite, il faut définir un budget. Ça va coûter combien? Si c'est 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, il faut le définir. À partir du budget, il faut faire la liste de toutes les possibilités. Tu veux gagner de l'argent, tu peux cirer des chaussures, tu peux aller travailler dans un restaurant. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi pour l'atteinte de cet objectif? Il faut faire la liste. Il faut les classer par ordre de difficulté, de sorte à partir du moins compliqué au plus compliqué, parce que le succès produit le succès, l'échec produit l'échec. Plus tu fais des choses qui marchent, plus tu as le courage de continuer. Donc si tu commences où c'est trop dur, tu peux te décourager. Donc classez les par ordre de priorité et choisissez celles qui sont les plus accessibles déjà. Ensuite, il faut vaincre le regard des autres. Parce que l'un des plus grands ennemis que nous avons, c'est le regard des autres. Que dira-t-on? Tes amis te verront en train de laver des assiettes dans un restaurant, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Mais bon, si tu arrives à vaincre ce regard-là, tu donnes toutes les chances de réaliser tes buts. Il faut vaincre la peur. On a peur d'échouer, etc. Et la seule façon de vaincre le regard d'autrui et la peur, c'est vraiment d'agir. Ensuite, il faut agir tout simplement. Et puis, résister au découragement. Il y aura des temps de découragement. Nous vivons tout ça au quotidien. Il y a des temps de découragement. Il y a des jours où je suis sûr que Ramatou n'a pas envie de venir sur le plateau. Moi non plus. Il y a des jours Pitroapa n'a pas envie de jouer. Voilà, il y a des jours certainement le président Roch Kaboré a envie de rester chez lui. Mais il doit bien présider un conseil des ministres. On cède tous au découragement, mais on agit quand même. Donc, il faut agir, résister au découragement. Et puis enfin, il faut analyser et tirer des leçons de la situation. Donc, voilà les 10 étapes que nous proposons à chacun d'essayer, de mettre en pratique et puis certainement de nous faire un retour. D'accord. Alors, ce matin, il est question de la gestion du temps. Exact. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur 2 points essentiellement. Alors, le premier point, c'est le concept du temps et son importance. Et déjà, que peut-on entendre par ce concept-là, le concept de temps, du temps, et qu'est-ce que ça peut bien renfermer? Ok. En tout cas, merci pour la question. Déjà, il faut retenir que mieux vous comprenez un concept, mieux vous agirez en fonction de lui. Dans bien des cas, lorsqu'on a une définition erronée d'un concept, on ne peut pas mesurer toute l'importance. Tant que nos ancêtres ne savaient pas ce qu'était l'or et ce qu'on pouvait en faire, ils le donnaient gratuitement. Jusqu'à ce que tout le monde réalise que l'or a de la valeur et qu'on peut l'utiliser dans certains domaines pour l'ornement, etc. Vous voyez, donc tant que vous n'avez pas la valeur d'une chose, tant que vous ne la comprenez pas, vous ne pouvez pas agir efficacement. Donc, quelle est la meilleure définition que nous puissions donner au temps? Alors, je pense que tous ceux qui nous écoutent ont envie de réaliser des choses, ont envie d'atteindre des objectifs. La première question que je pose à ceux qui nous écoutent, pour réaliser des buts, pour réaliser quoi que ce soit, il nous faut des ressources, n'est-ce pas? Si on devrait classer les ressources, si on devrait les citer, quelles sont les ressources qu'on a, par exemple? On peut les citer entre autres. On a l'argent, je ne sais pas moi, il faut du pétrole, il faut des matières premières, il faut, je ne sais pas, on a besoin d'un ensemble de ressources pour réaliser un but. D'accord? Mais si on regarde de près, toutes les ressources semblent être reparties de manière inégale. Si vous regardez toutes les ressources disponibles, elles sont comme réparties de manière inégale. Certaines viennent au monde grand, d'autres petits. Certains sont gros, d'autres minces. Certains naissent aux États-Unis, d'autres en Afrique. Certains en Australie, en Chine. Il y a comme une répartition inégale. Quand on prend les nations, il y a des nations qui ont des ressources minières plus élevées que d'autres. Il y a des nations qui ont la côte de l'eau, il y en a qui n'en ont pas assez, il y en a qui ont un désert. C'est comme s'il y a une inégalité dans la répartition des ressources. Il y en a qui viennent dans des familles riches, il y en a qui viennent dans des familles pauvres. Mais moi, je crois beaucoup en Dieu. Et il dit qu'il est juste et que lui répartit les ressources de manière égale.
En principe, il est juste. On est tous d'accord qu'il est juste. Mais je dis, comment je considère autour de moi, je considère les ressources qui existent, j'ai le sentiment qu'il est injuste parce que tout est réparti de manière inégale. Mais à bien réfléchir, il existe une ressource qu'il répartit de manière égale. Et c'est laquelle des ressources? C'est le temps. Le temps. Vous ne verrez pas quelqu'un qui a plus de 24 heures dans la journée. Oui. Peu importe l'endroit du monde où il se trouve, il peut être au pôle Nord, en Chine, aux États-Unis. Peu importe l'endroit du monde où nous nous trouvons, nous aurons tous 24 heures dans une journée. Mais on peut ne pas avoir la même quantité d'argent, on peut ne pas avoir le même poids, le même teint, la même intelligence. Tout ça, ça va varier. La même éducation. Mais la seule chose qui ne variera pas d'un individu à un autre, c'est le temps dont on dispose. Est-ce que là n'est pas la clé? Est-ce que véritablement le temps n'est pas la ressource la plus importante qui est mise à notre disposition? Alors si on est d'accord que le temps semble être la ressource qui va le plus justifier la justice de Dieu en ce moment, comme étant la ressource qu'il a partagée comme étant égale à tout le monde. Si on est d'accord avec ça, qu'on soit musulman, chrétien, animiste, peu importe, on se rend compte que nous avons la même ressource temps répartie de manière égale. Est-ce que la clé justement du succès ne se trouve pas dans l'investissement que chacun fait de son temps? Si je reviens, vous pouvez naître riche et finir pauvre. Mais si vous voyez quelqu'un qui est né dans une famille aisée, qui a hérité, qui a fini pauvre, dans bien des cas, il a mal utilisé son temps. Oui. Si vous voyez quelqu'un qui est parti d'une famille non aisée, défavorisée, et qui finit bien, dans bien des cas, il a bien utilisé son temps. Donc, est-ce que la clé, est-ce que la différence entre les nations, quand des nations comme la Corée, quand des nations comme la Chine arrivent à émerger un jour, est-ce que ce n'est pas parce qu'elles ont bien investi leur temps? Est-ce que ce n'est pas parce que leurs populations se sont mises à investir le temps plus que les autres? On vous dit que les Coréens travaillent 40% de plus que les Français. Alors, imaginez la quantité de temps qui est investi en Corée et imaginez la quantité de temps qui est investi au Burkina. Ça va être terrible quand même. Le gap est énorme. Donc, je reste convaincu que si nous comprenons dès à présent que le temps est une ressource importante, c'est même la plus importante des ressources, je crois qu'il y a toutes les chances que ce pays-là puisse se développer, que nos vies puissent se développer. Alors, pour étayer davantage ce que je dis sur l'importance du temps, prenons la pierre la plus dure que vous puissiez imaginer. Donc, le béton le plus armé possible. Et on laisse tomber sur ce béton-là une goutte d'eau chaque seconde. Une goutte d'eau, la pierre la plus dure qu'on puisse imaginer, une seule goutte d'eau par seconde. Au bout de 5 ans ou de 10 ans, quelle que soit la longueur du temps, on aura un trou qui va se creuser sur cette pierre-là. Donc prenons l'intervalle de 10 ans. Pendant 10 ans, on a laissé tomber une seule goutte d'eau par jour sur la pierre la plus dure, elle va se creuser. Maintenant, imaginez qu'on recueille la quantité d'eau qui a coulé pendant 10 ans. Puisque si c'est une goutte d'eau, on a recueilli un bassin, ça peut faire la taille d'une piscine, je ne sais pas. Et on verse ça en une seule fois sur la pierre. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne fera rien. Mais une seule goutte d'eau déposée chaque jour, chaque seconde, finit par creuser la pierre. Ça veut dire que si tu investis ton temps dans quelque chose, encore et encore, et encore, mais tu finiras par trouver la solution. Voilà pourquoi je dis, si on se réveillait tôt en tant que jeune, il y a un pont, hein. Oui. Imaginez un jeune qui commence à 24 ans, à 20 ans, a dit, je vais prendre ma vie en main. Je choisis un domaine dans lequel je vais m'investir. Encore et encore. Mais au finish, on aura quelqu'un d'excellent. Parce qu'il aura plus suffisamment de temps pour s'investir. Mais s'il commence tard, au moment où il doit maintenant atteindre le sommet, où il doit atteindre toucher maintenant le fond, il est déjà épuisé. Vous voyez que là, on perd du temps. Si je comprends bien, il suffit qu'on commence tôt, et même si on n'a pas les ressources, on peut y arriver. Même si on commence tard, mais il suffit surtout d'investir suffisamment de temps. Encore et encore. Tous ceux qui ont réalisé des choses, dans bien des cas, c'est parce qu'ils ont essayé encore et encore. Ils ont investi suffisamment de temps. Nous, on fait un peu puis on laisse. Il y a plein de jeunes qui nous écoutent, bon, peut-être qu'ils dorment. Si les parents pouvaient les réveiller, qui dorment. C'est sûr qu'ils vont les réveiller. Et tu vas voir le type, il commence aujourd'hui la mécanique, il fait même pas un an, il laisse. Il passe à la menuiserie, il laisse. Donc il commence, il finit jamais. Il ne donne pas le temps d'apprendre. Parce qu'il n'investit pas suffisamment de temps. Regardez la vie, pour aller à l'école, il faut investir combien de temps? Tu fais le CP1 jusqu'au CM2. Tant que tu n'investiras pas le temps dans un domaine, mais tu n'auras pas d'expertise. C'est quoi l'expertise? C'est quelqu'un qui a passé du temps à faire la même chose. Regardez les joueurs, les footballeurs. On les révèle dans le Champions League, mais ils ne commencent pas là-bas. Peut-être que depuis 12 ans, il est dans un programme. Oui. Depuis 8 ans, il est dans un programme où il fait autre chose, c'est vrai, mais il consacre l'essentiel de son temps à taper dans un ballon, à comprendre le football, à développer des schémas. Ce qui fait que quand il sort au grand jour, il est révélé, mais c'est l'un des meilleurs joueurs. Oui. Il y a des talentueux qui échouent parce qu'ils n'ont pas la discipline d'investir le temps
temps correctement dans un domaine. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les ressources matérielles qu'il faut, mais si on n'investit pas bien notre temps, on va échouer. On échoue. Absolument. Regardez autour de vous. Vous avez des personnes dont les parents payent les meilleures écoles. Il n'a jamais voulu aller. Il vient, il s'assoit, il dit, ah, ça le fatigue. Lui, il préfère passer son temps aux choses agréables. Parce que justement, quand tu investis ton temps dans quelque chose d'agréable, on va le voir dans les 10 lois de la gestion du temps, que ce que tu aimes, c'est pas de l'investissement, ça, tu prends plaisir, tu te divertis. Mais lorsqu'il s'agit d'investir le temps, c'est généralement des choses qu'on n'aime pas. C'est pour ça qu'on parle d'investissement, il y a un effort à faire. Mais où est ce type, ce jeune homme, à qui on a payé les meilleures écoles? Il arrête. Et puis il est à la maison, et puis l'âge vient, et puis l'âge de l'âne vient le trouver. Il finit quoi? Le parent pauvre de sa famille et tous ses frères, ses petits frères aujourd'hui ont une meilleure vie, et puis il les en veut. C'est lui parce qu'il n'a pas investi son temps correctement. Je ne dis pas qu'il faut forcément aller à l'école, mais il faut forcément investir son temps dans un domaine, dans un métier, choisir une problématique dans sa société, et puis décider d'en être la réponse. Sinon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que le temps est une ressource périssable, hein. On a l'impression que le temps avance. Moi, j'ai envie de dire que c'est un décompte. Dès que tu sors sur terre, tu cries le bébé qui est venu au monde. On a tourné en même temps ton... comment ça s'appelle là, le truc qui compte le temps? Oui. Et le temps ne fait que diminuer. C'est un décompte qui a commencé. C'est pour ça que vers la fin de la vie, on dit il ne me reste plus beaucoup de temps. Parce qu'on a compris que le temps est en train de finir. Donc, c'est une ressource qui est périssable. Chaque minute qui passe, tu ne peux pas rattraper. Chaque seconde qui passe, tu ne peux pas rattraper. Chaque jour est passé. Donc, si tu l'as investi correctement, tu auras avancé. Mais si tu l'as perdu, tu l'as gaspillé, malheureusement, de nombreuses personnes gaspillent leur temps. Si on faisait la comptabilité du temps de certaines personnes, regardez, c'est facile. Prenons quelqu'un qui dort, il se réveille tous les jours à 10 heures. D'accord? Ça veut dire que c'est le type aussi qui se couche vers minuit. Ou souvent 22 heures, mais allons pour minuit. De minuit à 6 heures, c'est 12 heures. C'est combien de temps? Minuit à 6 heures. 6 heures. 6 heures de temps. 6 heures de temps. Il se réveille à 10 heures, donc aux 6 heures, tu ajoutes 4 heures. Ça fait 10 heures. 10 heures. Il fait une sieste, il se permet une sieste autour de 15 heures. 16 de 2 heures à peu près. Donc, il a dormi 12 heures de temps. Donc, par jour, lui, il dort 12 heures. Non, il dort. Pour lui, il dort. Il dort 12 heures. Alors, s'il vit 50 ans, ça veut dire chaque jour, il dort 12 heures. Donc, il passe 50% de son temps à dormir. S'il vit 50 ans, ça veut dire qu'il aura dormi pendant 25 ans. Ouais, le criminel qu'il est. 50 ans de vie, 25 ans de sommeil. Bon, Dieu va te demander, qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné? Parce que tu ne l'as pas investi. Et ça, je prends que le temps à dormir. Va prendre le temps dans des conversations inutiles. Le temps dans des activités inutiles. Mais à la fin de ta vie, tu veux réaliser quoi? Puisque la ressource la plus importante qui t'a été donnée, c'est comme si tu déchirais des billets de banque. C'est comme si tu jetais de l'or à la poubelle. Chaque fois que tu vas t'asseoir dans une conversation inutile, au lieu d'aller lire un livre, chaque fois que tu feintes un cours, chaque fois que tu ne vas pas au travail, chaque fois que tu abandonnes une activité, tu es en train de jeter ton temps, donc de jeter de l'argent. Et voilà pourquoi je crois quelque part, beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre un minimum de score parce qu'ils n'investissent pas de manière correcte leur temps. Donc le temps est une ressource qu'il faille investir. Et vous prenez en exemple, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez, c'est un certain découpage du temps. Vous parlez du pléro, du kéros. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage? Alors, le français encore est une langue un peu problématique. Est-ce qu'il ne faut pas se concentrer et puis changer? Mais si on a passé à l'anglais, moi je risque d'être un des derniers, ça va être très compliqué. Mais bon, n'empêche que... Comme on a commencé avec le français, on va continuer. Bon, il y a un qui a eu le courage là-bas de changer. Je ne sais pas quelles ont été les conséquences, mais on dirait que ça a été positif. Ça a été positif. Mais le français semble vraiment limité comme langue. En grec, le mot temps est utilisé avec 3 mots. Un seul mot ne peut pas traduire le concept de temps. Nous, on n'a qu'un seul mot pour traduire le concept de temps. Chez les Grecs, il y a le mot pléro, le mot kéros et le mot chronos. Ce que le français, c'est le chronos. Donc, quand on parle du temps, on parle du temps chronos dans le concept grec du temps. Et le temps chronos, c'est le quoi? C'est le temps qui passe chaque jour. La minute, la seconde, l'heure, la semaine, le jour, les mois, les années. Ça, c'est le temps chronos qui ne fait que passer. Maintenant, en réalité, c'est quoi? Je pense que pour bien investir son chronos, donc le temps qui est à disposition comme ressource, puis je dis que c'est limité. Quelle que soit la bonne volonté de chacun de nous ici, là, on ne va pas dépasser 150 ans, 200 ans, en tout cas, je suis sûr qu'on ne va pas dépasser. La plupart d'entre nous. On va se résumer autour de 120 ans, même si l'espérance de vie, on avait dit, mais comme moi je vis 120 ans, donc j'aime mettre l'espérance de vie à 120 ans. On ne va pas dépasser, mettons, 120 ans. Même si la réalité est tout autre.
En tout cas, moi, c'est ma vérité. Mon espérance de vie est de 120 ans. Je souhaite que l'espérance de tous ceux qui nous suivent soit de 120 ans. Ok. 120 ans utile, hein, pas 120 ans qui se cherche à abandonner de tous. Non, 120 ans utile. Alors donc, si on met à 120 ans, sachant que ça c'est limité. C'est comme si tu viens au monde, tu as 120 ans. Si on calcule en heures, en mois, en jours, en minutes, c'est voilà la ressource qu'on a mis dans tes mains. On dit, bon, maintenant, prends cette ressource-là et investis-la pour pouvoir réaliser des choses. Alors, je dis, la capacité d'un individu à investir son chronos, donc ses minutes, ses secondes, ses heures, etc., dépend du pléro. C'est quoi le pléro? C'est le temps que tu fixes. Et c'est ce qu'on pourrait comparer à la vision. C'est pour ça qu'on parle de définir d'abord un objectif. Donc tu t'assois aujourd'hui, tu dis, bon, dans 5 ans, le pléro que j'ai défini dans 5 ans sera quoi? Qu'est-ce que je veux réaliser dans 5 ans? Tant que tu n'as pas défini ça, ton chronos là, il ne te sert pas. Et j'étais dans la situation, je le dis souvent, de mon CP1 à la terminale, moi je ne savais pas, j'avais aucun but, je partais à l'école pour aller comme tout le monde, j'étais un élève moyen. Mais il a fallu que j'aie maintenant un but pour dire, voilà la destinée que je veux avoir. J'ai refusé d'être le parent pauvre de ma famille. Sincèrement, je me suis levé un jour et dit, moi je refuse. J'avais des ambitions d'être chauffeur de taxi, terrible. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je vous assure que j'avais une perception réductrice de ma personne, parce que je n'avais pas de but. Il a fallu que je définisse un but pour commencer à investir correctement mon temps chronos. Ma discipline a changé, mes priorités ont changé. Et parce que je pense que tant qu'une personne n'a pas encore défini un pléro à atteindre, un objectif à long, moyen ou court terme, pas de court terme, mais de long, moyen terme, il ne pourra pas investir correctement son chronos. Donc ça, c'est le pléro, le temps fixé. Mais à côté, entre les deux, il existe ce qu'on appelle le kairos. Le kairos, c'est plus, selon les Grecs, c'est des signes. C'est des signes qui annoncent que le pléro va bientôt s'accomplir. Et là, je donne un exemple que je crois qui est la situation du Burkina. Je suis convaincu que nous sommes dans un changement de génération. Oui. Et le changement de génération, il a commencé il y a longtemps. Et moi, je l'ai dit à mes amis il y a longtemps. J'ai dit, notre génération va se mettre en place. Le pléro que je définissais déjà, que je définis encore aujourd'hui, c'est que quand ma génération va se mettre en place, je veux faire partie de ceux qui comptent. Je leur ai dit ça il y a 7 ans à peu près. Il y en a qui peuvent le témoigner. J'ai dit, je veux faire partie. Je n'avais même pas encore Salomon Conseil, rien de tout ça. J'ai dit, mais je sens que c'est les générations qui dirigent. Et notre génération, dans le pléro, se mettra en place à un moment donné. Je l'avais défini dans un horizon de 10 à 15 ans. J'ai dit, maintenant, qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui? Comment tu investis ton chronos aujourd'hui pour que quand ta génération se mettra en place, tu fasses partie des personnes qui comptent? Mais j'ai dit, t'assois. Vous croyez que quand ça va se mettre en place, par chance, tu vas te retrouver quelque part, mais tu vas attendre longtemps, il n'y a pas d'accident. Il attend peut-être qu'on le tire, que les autres... C'est tiré, on est en train de faire comme ça. Chacun se lève, il commence à investir son chronos. Parce que quand ta génération se mettra en place, si tu ne fais pas attention, tu vas être parmi les aigris. Il y aura toujours des aigris. Dans toutes les générations, il y aura un groupe de personnes qui va critiquer. Donc il faut faire en sorte de ne pas être parmi les aigris. aigris. Moi, je refuse d'être parmi les aigris. Ah, oui, moi, je veux être parmi les gens utiles qui contribuent à bâtir la nation. D'accord? Et donc, j'ai dit, en ce moment-là, si on regarde, il y a des signes. Il y a les Kéros est là. On a vu le changement, le soulèvement populaire qui annonce déjà un changement. On voit de plus en plus, je n'aime pas le mot jeune, mais je vais mettre en griffe, on voit de plus en plus de jeunes qui se retrouvent à des positions de décision. Oui. Donc, on comprend bien que quelque chose est en train de se faire. Bon, je crois qu'il reste à peu près encore 5 ans, maximum 10 ans. Je dis ça maintenant à ceux qui nous écoutent là, il faut te lever. Sinon, tu vas te réveiller un bateau. Tu vas trouver qu'il y a un bateau qui est parti, tu es sur le quai, en train de crier, d'insulter les gens qui avancent. Ils ne vont pas s'arrêter, ils ne s'arrêteront pas d'avancer. Oui. Mais ça dépend des actions que tu vas poser au quotidien. D'accord? Donc, 2 choses à retenir, comme on tend vers la fin. Premièrement, le temps est la ressource la plus importante. Ne tenez pas compte. On a vu des gens partir défavorisés, mais parce qu'ils ont investi le temps dans un domaine. J'ai un ami qui est devenu pilote, j'ai déjà parlé de lui, il m'a autorisé même à parler de lui. Mais à 4 ans, il a décidé son pléro. À 25 ans, il a eu un travail, il a commencé à investir dans une formation qui coûte 20 millions. Et il a trouvé des moyens, mais il est fort ce gars-là. Il a trouvé des moyens. Aujourd'hui, il est pilote. Il est pilote. Il n'est pas un fils défavorisé, mais il a eu un pléro. Il a investi le chronos. Il a senti les kéros se mettre en place. Et il est devenu pilote. C'est la même chose pour chacun de nous. Est-ce qu'on peut entendre par le cléro le délai qu'on s'accorde pour accomplir quelque chose? Puisque si tu fixes un but, il faut un délai. Sinon, ça ne serait pas très cohérent. Il faut au moins un horizon dans lequel tu t'attends à ce qu'il se réalise. Le simple fait de se projeter dans le temps, en fait. Vous ne voyez pas que c'est dans le temps, forcément. En plus, on marche dans le temps. Oui. On ne peut pas sortir du temps. Le seul qui est hors du temps, c'est Dieu. Voilà, donc je pense que
Pour ma part, pour aujourd'hui, on reviendra la prochaine fois sur les 10 lois pour gérer de manière qualitative son temps et que Dieu bénisse le Burkina et tous ceux qui nous écoutent. Et merci à vous encore d'être passé sur notre plateau. Nous avons encore été enrichis ce matin. J'espère que les téléspectateurs aussi ont pris du plaisir à vous écouter, à vraiment prendre ces petits conseils-là pour leur compte, surtout la frange jeune de notre population. Alors, il faut rappeler que M. Bondé est le directeur de Salomon Conseil et avec lui, il était question de la gestion du temps. C'est vrai que ce n'est pas épuisé, mais nous reviendrons plus tard sur la question. Ce sera la semaine prochaine avec Cynthia Hilaire. Alors, il faut rappeler également que la phytothérapie nous ramène à la nature, à la pharmacie incroyable et à sa pharmacie incroyablement variée. C'est sans doute la plus vieille des médecines au monde. Et elle a une place de choix qui constitue aujourd'hui une alternative ou un complément à la médecine moderne. Et ce matin encore, nous allons aller à la découverte d'une nouvelle plante dans la rubrique Santé par les plantes. Et aujourd'hui, il sera question du Sclerocaria birea, communément appelé Noabga en Morée et Kuna en Djoula. C'est une plante utilisée par les tradipraticiens pour les soins de certaines pathologies telles que l'hyperglycémie et l'hypertension. Nous allons tout de suite en savoir plus avec le tradipraticien Jean-Marie Compaoré et justement Angéline Azoma. Chers amis, nous allons aujourd'hui vous parler d'une plante que vous connaissez très bien. Il s'agit du noabra. Et en français, on l'appelle Pouparcia birea. Et il est connu aussi sous le nom de Sclerocaria birea. Alors la plante, bien sûr, la plante prend de nom quand ça atteint au moins un certain nombre d'années. La plante, selon ce que les chercheurs ont trouvé, peut changer d'appellation. Mais néanmoins, ce qu'il conserve quand même ses anciennes appellations, c'est pas qu'on ne l'appelle plus comme ça. Mais maintenant, la plante s'appelle plutôt Pouparcia birea, alors qu'avant on l'appelait Sclerocaria birea. C'est une anacardiacée. C'est une anacardiacée que beaucoup de gens connaissent. En Morée, c'est le noabra. Et on l'appelle Kuna, je crois, en Bambara. Ou Kuna Yiri. Je ne connais pas très bien le Dioula, mais les Dioulaphones vont savoir qu'il s'agit de cette plante. Alors, c'est une plante, en dehors de ses vertus thérapeutiques, constitue un aliment pour la population. Parce qu'on fait le jus de noabra. Le jus de noabra, qui est très très apprécié. Tel Gélant le faisait. Et actuellement, en tout temps, il y a des maisons de transformation qui font des jus à base de ça. Alors sinon, au village, les femmes prennent les fruits mûrs. Le fruit mûr, je peux vous présenter un peu. Et il y en a, bon ça, il est encore jeune. Sinon, les grands là ont des fruits un peu plus gros. Et on écrase, on ajoute un peu d'eau et on fait bouillir. C'est-à-dire il y a une préparation, un mode de préparation bien connu par les femmes. Et quand on boit, c'est très très doux. Alors quand c'est mal préparé, ça provoque la diarrhée parce que la plante même, les fruits sont laxatifs. Ça lutte contre la constipation. Alors, il a des amandes. Et quand on écrase l'amande, on écrase l'amande qui est à l'intérieur du fruit charnu là, on a quelque chose là, les Mossi appellent ça CM. Donc ça a un goût, ça contient beaucoup d'huile. Son huile est très très estimée, mais bon, c'est difficile aussi. Mais je pense que dans la région de Banfora et de Dougou, il y a des concasseurs pour effectivement travailler sur ça. Et vous voyez à Ouagadougou, partout, vous voyez, on vous vend le CM là. Alors, les Français l'appellent prunier africain. Prunier africain. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter une pathologie que nous prenons en charge avec une préparation du Sclerocaria birea. Et c'est la partie, toutes les parties interviennent. Mais la préparation à base des feuilles qu'on récolte, on sèche à l'ombre et on fait une poudre qu'on administre selon une certaine posologie aux malades et ça baisse la glycémie. Ça baisse la glycémie et ça peut même servir aux diabétiques. C'est-à-dire quand on a une hyperglycémie, on peut prendre selon une certaine posologie, un protocole. Mais quand on a le diabète aussi, là, ça change de protocole et la personne a un soulagement. Alors, j'ai bien dit que c'est une anacardiacée. Anacardiacée comme le manguier, comme le samptoulga, comme l'anacarde.
généralement, toutes les anacardiacées interviennent dans le traitement de l'hyperglycémie. Alors, celle-là, que ce soit au niveau des feuilles, que ce soit au niveau des fruits, que ce soit au niveau de la graine, que ce soit au niveau de l'écorce du tronc ou de l'écorce de la racine, contribue en tout cas à donner un soulagement aux hyperglycémiés. Alors maintenant, il y a autre utilisation, bien sûr. La plante a beaucoup de vertus thérapeutiques. Donc, on utilise l'écorce là aussi pour baisser la tension. L'hypertension, pour ceux qui sont hypertendus, on peut utiliser l'écorce du tronc avec modestie. Parce que c'est une plante, comme nous l'avons toujours dit, nous ne travaillons pas de façon isolée. Nous travaillons en collaboration avec les gens de notre système de santé, les médecins. Alors la personne qui vient parce qu'elle est hyperglycémique, vous ne pouvez pas lui donner le médicament comme ça. Vous ne savez pas à quel niveau il est. Alors donc vous lui demandez de vous présenter son examen. Et avec les papiers, vous pouvez voir si la glycémie a beaucoup monté. Vous pouvez effectivement changer de posologie. Alors, si elle n'est pas très haute, et généralement, il vous présente beaucoup de bulletins et vous pouvez faire la comparaison pour voir un peu comment vous pouvez prendre ça sans qu'il y ait de problème. Et au bout d'une semaine,